Catherine Indiana Loubet sur ma chaîne YouTube Envol et Sillage, Aéronautique et Marine. Aujourd'hui, j'arrive à Cergy-Pontoise et j'ouvre la porte du CIRFA. Le CIRFA, C-I-R-F-A, qui veut dire Centre d'information et de recrutement des forces armées. Alors, les forces armées, quelles sont-elles? On voit des grandes pancartes, par exemple au CIRFA, à Pontoise, qui est rue du Dragon. Et là, nous reçoit le capitaine Samuel Fortin, qui est le coordinateur en fait, du bureau R. Alors, du bureau R, mais il faut savoir que le CIRFA, eh bien, il y a 3 corps d'armée. Déjà, bonjour mon capitaine, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et avant de commencer, donc tout simplement, les 3 corps d'armée sont la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace maintenant. Tout à fait. Donc le CIRFA, en fait, s'est créé en 2010 dans une volonté de mutualiser l'information aux jeunes qui seraient intéressés par les carrières dans les armées, donc de mutualiser les moyens au sein d'une unité avec une sorte de guichet unique par département ou par région. Alors chaque armée après a un découpage différent, mais ici, en tout cas dans le Val d'Oise, c'est le CIRFA de Pontoise qui est le guichet unique pour pouvoir venir s'informer sur les différentes carrières et perspectives de carrière au sein des armées. Donc armée de l'air et de l'espace, marine nationale et armée de terre. Et moi, en tant que... Alors j'ai un rôle de chef du bureau R, effectivement, et j'ai aussi le rôle de pilotage, comme on aime le dire chez nous, donc de s'assurer que la manœuvre interarmée se passe bien, et je suis un petit peu le point de contact, le référent pour tous nos partenaires, tous les prescripteurs avec lesquels on travaille. Alors si j'ai bien compris, par contre, pour chaque... Alors donc vous êtes vous responsable du bureau R et vous chapeautez donc les 3 corps d'armée, mais est-ce que pour la marine, il y a aussi, et pour l'armée de terre, il y a donc un responsable Tout à fait. Donc ici pour le bureau terre, donc c'est un adjudant qui est l'adjudant Cyril Faure, donc qui est le responsable du bureau terre au sein du CIRFA, et le maître principal Rio pour le bureau marine. Voilà. Donc en fait la logique de mutualisation elle est purement fonctionnelle, c'est-à-dire moi je n'ai pas autorité hiérarchique sur chaque chef de bureau. Après chacun travaille avec sa chaîne fonctionnelle. Donc moi c'est vraiment un rôle de coordination, un affichage qui soit lisible vis-à-vis de nos partenaires civils, c'est-à-dire que je suis le point d'entrée et après moi c'est mon rôle et ma charge de devoir ensuite me coordonner avec mes homologues des autres armées et de faire en sorte que les 3 armées soient toujours représentées sur les différentes actions qu'on va mener à l'extérieur notamment. Et puis après ici, bien sûr, intra-CIRFA, après chacun reçoit les candidats qui ont une appétence pour l'une ou l'autre des armées. Voilà, chacun s'organise après en fonction de ses contraintes, ses moyens, tout simplement. Alors est-ce que je peux revenir un petit peu sur une courte biographie vous concernant? Bien sûr. Comment êtes-vous rentré déjà finalement dans l'armée de l'air? Alors moi j'ai un parcours assez intéressant dans la mesure où moi je me suis engagé simplement avec un bac en poche, un bac littéraire. J'avais une vingtaine d'années, alors j'ai fait mon service militaire dans la gendarmerie nationale juste avant. Et je me prédestinais pas à des études forcément très longues, donc j'avais envie de rentrer dans la vie active. Puis j'ai vu une annonce tout simplement dans le journal, comme quoi l'armée de l'air recrutait à cette époque. Et je me suis présenté à une unité un peu comme celle-là. Alors, à l'époque, ça s'appelait pas CIRFA, c'était un bureau Air Information dans ma région, en Normandie, à Caen. Et puis voilà, j'ai passé les tests de sélection et donc j'ai été recruté en qualité de sous-officier. J'ai pris un domaine de spécialité qui était en cohérence avec, on va dire, mon diplôme. J'ai une formation littéraire, donc je suis parti plutôt vers l'administration, ressources humaines. Voilà, et puis l'armée de l'air, elle permet surtout de progresser en interne. Voilà, on a un escalier social qui fonctionne très très bien. Et là, après 20 ans de service, j'ai passé des examens pour pouvoir accéder au corps des officiers. Donc depuis 2015, voilà, je suis officier. Et ça, c'est vraiment, je dirais, une force de notre institution. C'est quel que soit le niveau de diplôme avec lequel on a été recruté, puisque dans les armées en général, et l'armée de l'air et l'espace, les conditions sont communes. En fait, on peut rentrer de 16 ans jusqu'à 30 ans. Et quel que soit le niveau de diplôme, sans diplôme, fin de 3e réalisé, jusqu'à bac+5.
Et après, les perspectives vont être bien sûr en phase avec le niveau de compétence, le diplôme académique des gens. On peut rentrer, je dirais, simple militaire du rang dans les armées et faire une carrière en progressant et gravir les différents échelons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, qui est intéressant dans notre institution. Oui, c'est justement, on en parlera un petit peu tout à l'heure par rapport à toutes les possibilités de métiers pour les jeunes qui rentrent. Puis, comme vous disiez, l'âge, c'est à partir de 16 ans, en fait. Alors 16 ans, parce qu'on a une possibilité d'intégrer un lycée militaire, en tout cas l'armée de l'air et l'espace, dès la seconde, qui est à Saintes, le lycée d'enseignement technique de l'armée de l'air, qui lui prépare à la première et au baccalauréat, donc général, technologique et bac professionnel. Donc c'est là où l'accès est possible dès 16 ans, avec l'accord des parents naturellement. Et ça, c'est un établissement vraiment de l'excellence, puisque il a 100% de réussite au bac chaque année. Et puis le deuxième atout, c'est que l'obtention du bac garantit une intégration en école de sous-officier immédiatement derrière. Donc c'est des jeunes qui ont leur bac dans l'armée de l'air et l'espace et qui intègrent ensuite alors des métiers plutôt à vocation technique. C'est un lycée qui est vraiment un vivier de futurs maintenanciers et plutôt sur avion aussi. Donc très très belle école avec des beaux moyens, un bel outil de formation. Et on a à peu près 300 entrées par an. Hein. Donc ça se fait sur dossier. Il faut candidater quand on est en classe de seconde pour pouvoir faire la rentrée suivante, majoritairement pour la première. Et après, il peut y avoir quelques places en terminale si des places sont disponibles. Mais le gros du flux, il est recruté vraiment pour l'entrée en première. Et alors, une fois que les personnes sont rentrées justement dans l'armée, est-ce qu'il y a différents temps d'armée? Est-ce qu'il y a un engagement d'un nombre d'années spécifiques selon les métiers, comment ça se passe? Alors, à l'exception de quelques recrutements, la majorité de nos recrutements, effectivement, se font par le biais d'un contrat d'engagement initial. Voilà, dont la durée va varier en fonction du statut dans lequel on va être recruté. Donc on a 3 familles de militaires dans notre institution. Ce sont des militaires du rang, des sous-officiers, des officiers. On va dire que c'est un petit peu pyramidal, puisque le gros de la base est recruté sans diplôme, CAP, BEP, on va être sur du recrutement militaire du rang. Ensuite, le deuxième étage de la pyramide, on va être sur du sous-officier, plutôt chef d'équipe spécialisé, avec une expertise particulière dans un de nos 50 métiers. Recrutement dès le bac, ça a été mon recrutement initial. Et au sommet de la pyramide, on va avoir on va dire ceux qui managent, qui commandent chez nous, les officiers. On recrute alors soit en voie directe en post-classe prépa, avec un concours d'entrée à l'école de l'air et de l'espace, ou alors sur diplôme, donc plutôt à partir d'une licence. Donc globalement, voilà, chacun va avoir un contrat initial dont la durée va varier aussi en fonction du choix de métier et de la spécialité pour le domaine pour lequel il s'oriente, puisque deuxième grand atout de notre institution, c'est que les formations chez nous, elles sont offertes. Les gens sont formés par l'armée de l'air et l'espace, sont rémunérés pendant leur formation, et les formations sont plus ou moins longues selon la technicité du métier. Et pardon, c'est identique pour la marine et ces formations? Ça, c'est propre aux 3 armées, effectivement. Les 3 armées forment dans tous les domaines et dans les métiers dans lesquels elles recrutent. Donc l'armée de l'air et l'espace, c'est 50 métiers, dans 13 domaines, 14 domaines. La marine, c'est 80 métiers, pareil, dans 13-14 domaines. Et l'armée de terre, elle recrute dans 100 métiers, une bonne vingtaine de domaines. Alors comment peut-on faire, j'imagine un jeune actuellement, il est au lycée, encore au collège, et c'est vrai que c'est difficile, quand on est jeune, on se projette plus ou moins, certains savent déjà, et puis d'autres pas encore. Mais comment peuvent-ils savoir qu'il existe le CIRFA, sauf en passant comme ça, où il y a bien de la publicité, comment? Tout à fait. Alors déjà, en tant que plus gros recruteur de France dans la fonction publique, chaque armée dispose d'un site internet. Donc les jeunes, on sait, ils sont très ouverts au digital. Oui. Donc pour l'armée de terre, donc c'est s'engager.fr. La marine nationale, c'est lamarinerecrute.fr. Et l'armée de l'air et de l'espace, donc c'est deveniraviateur.fr. Donc là déjà, ils ont une première esquisse de tout ce qui peut être proposé par ces 3 corps d'armée.
Et bien sûr, ils ont les coordonnées de leur CIRFA de rattachement par rapport à leur domicile. Donc ça a déjà été une première étape avant de franchir les portes du CIRFA. Après, effectivement, s'ils ont eu connaissance de notre implantation, ils peuvent venir à tout moment, puisqu'on reçoit sur rendez-vous, mais aussi sur visite spontanée, sans rendez-vous. La force du CIRFA de Pontoise, c'est qu'il est aussi site journée défense citoyenneté, donc la majorité des jeunes du Val d'Oise sont venus faire leur journée de défense citoyenneté ici à la Maison des Armées, donc en général ils savent où nous sommes. Et puis nous, dans le cadre de nos missions, on va dire on a 2 grands axes d'effort, c'est-à-dire on va faire de l'information au profit des publics scolaires, donc tous les ans on fait ce qu'on appelle la campagne scolaire. Donc si on a l'accord des chefs d'établissement, on leur propose de venir intervenir au profit de leurs élèves, plutôt les lycées majoritairement. On peut faire éventuellement des interventions dans les collèges du Val d'Oise aussi. Et puis après, on travaille bien sûr avec les acteurs de l'insertion professionnelle, donc les pôles emploi, les missions locales. Donc ça, c'est vraiment les 2 grands axes de mission sur lesquels on est engagé. Donc on est aussi, normalement, on est venu aussi à la rencontre de ces jeunes à un moment donné pendant leur scolarité. Alors, si un jeune est intéressé justement pour rentrer dans un des corps d'armée, mais que ses parents fassent un peu objection. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver. Est-ce que c'est arrivé déjà des jeunes souhaitent vraiment et comment ça se passe si des parents ne sont pas tout à fait d'accord avec le but de leur enfant qui a 16 ans, voilà. Alors, en fait, voilà, CIRFA, c'est Centre d'information et de recrutement. Donc, notre première mission, c'est d'informer. Ça ne sera pas forcément suivi d'effet, c'est-à-dire qu'après une information, la personne n'a peut-être pas nécessairement poser un dossier de candidature immédiatement, en tout cas elle va avoir besoin d'y réfléchir, sans doute de partager son projet avec sa famille. Alors je dirais c'est à nous d'informer, ce qu'on fait bien sûr, de bien expliquer ce que c'est. On parle bien d'un contrat d'engagement, c'est pas un contrat de travail, donc ça doit avoir du sens, ça doit résonner un petit peu chez les jeunes qui viennent nous voir. Après, alors si les parents sont présents, on a aussi un rôle quelque part, on va essayer de rassurer aussi, en expliquant que voilà, c'est un métier, certes, l'engagement, ça doit avoir du sens parce que ça peut aller jusqu'au sacrifice ultime, bien sûr, ça c'est la singularité de notre métier et de notre statut, mais on n'a pas un métier qui est statistiquement plus risqué que d'autres. Moi, je prends souvent l'exemple quand je fais des conférences aux jeunes en disant que le métier, statistiquement, on a le plus de risques qu'il nous arrive quelque chose, c'est le métier de couvreur. C'est les gens qui travaillent en hauteur et au quotidien et qui ont un risque d'accidentologie qui est plus élevé que chez nous. Donc voilà, ça permet de remettre les choses en perspective. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que nous, voilà, on va être militaire, on a un statut qui fait qu'on peut être apte à servir en tout temps, temps de paix comme temps de crise, temps de guerre. Donc voilà, après, une fois de plus, à partir du moment où le jeune est majeur, il est libre de ses décisions. Donc on a vu les 2 cas de figure, c'est des jeunes qui, malgré qu'ils aient cette liberté de décider, vont quand même se ranger derrière l'avis de l'environnement parce que voilà, il y a des doutes qui n'ont pas pu être levés et puis une fois de plus c'est leur choix, c'est leur liberté. Et puis on a des jeunes qui, malgré les freins peut-être de l'environnement familial ou amical, vont quand même persévérer dans la démarche et se dire après tout, j'ai la liberté de mon projet et c'est à moi aussi de rassurer mes proches tout simplement. Tout à fait. Il y a, par exemple, il y a un exemple de jeunes qui ne savaient vraiment pas quoi faire du tout. Un jour, ils ont vu le CIRFA et ils se sont engagés dans la marine. À un moment donné, ils se sont même retrouvés sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et finalement, ils se sont trouvés, en fait. Et ça, c'est formidable, parce qu'ils ont su qu'ils étaient en plus un maillon de toute cette belle machine. Non mais c'est ça, il y a cet esprit voilà, d'équipe, la cohésion. Chez nous, on ne fait rien tout seul. J'allais vous poser la question, justement, les valeurs, quelles sont-elles, les qualités après aussi. Exactement. Donc, de chacun. Les valeurs, en tout cas, nous, à l'Armée de l'air et de l'espace, on essaie de fédérer comme ça un petit peu notre communauté d'élévateurs autour de 4 valeurs fondamentales, le respect, l'intégrité, le sens du service et l'excellence. C'est vraiment ce qui doit nous animer au quotidien, quel que soit notre métier, quel que soit notre niveau fonctionnel. Et voilà, le but, c'est d'avancer ensemble vers une finalité qui est remplir nos missions. Et c'est important que les gens aient un cadre, qu'ils aient comme ça des valeurs auxquelles se raccrocher.
Et je pense qu'on a une jeunesse qui est tout à fait à la recherche de ça, en fait, qui a envie de s'engager, des fois qui ne connaît pas forcément tous les tenants, les aboutissants des différents dispositifs, ou la manière comme ça de pouvoir donner de sa personne, j'ai envie de dire, pour la nation. Donc souvent, c'est quelque chose qui est recherché. Alors soit pour les plus jeunes qui n'ont pas nécessairement connu le monde du travail, ça va être vraiment leur premier emploi, ça va être chez nous, dans l'armée, et ils vont s'y retrouver. Et puis on a aussi des profils, parce que comme je vous disais, on recrute jusqu'à l'âge de 30 ans, donc on voit aussi des gens qui ont travaillé dans le secteur privé, et qui à un moment donné ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. Et ça, c'est assez courant. Alors c'est plutôt sur des profils plutôt de gens diplômés, qui font des études supérieures, donc plutôt des profils officiers chez nous, mais ça, c'est des gens que j'ai souvent croisés et qui à un moment donné se disent voilà, j'avais un bon poste dans un grand groupe, mais en fait je ne m'y retrouve pas. J'ai besoin de donner du sens à ce que je fais, et qui pensent à venir nous voir, et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Là, on parlait sur le plan national également, mais sur l'international, donc tous ces jeunes sont-ils amenés un jour à être envoyés à l'étranger également pour des missions? C'est selon, encore une fois, les corps de métier Alors, on va dire l'élément fondamental, comme je le disais, c'est qu'on peut être apte à servir en tout lieu, en tout temps, en temps de paix, temps de crise, et tout lieu, c'est en France comme partout sur le globe. Il faut être mobile. Il faut être plutôt mobile. Après, effectivement, tout va dépendre du métier dans lequel on est, puisque tous les métiers ne sont pas nécessairement représentés sur tous les sites militaires qu'on peut avoir à l'étranger, mais je dirais quand même que fondamentalement, à partir du moment où on a besoin de projeter nos équipes, nos moyens, surtout pour l'armée de l'air et l'espace. Dès qu'on va créer une base aérienne projetée, en fait, on va recréer une structure type métropole avec des effectifs qu'on va donc solliciter sur toutes les différentes bases aériennes de France. Et donc finalement, à un moment donné dans sa carrière, on doit avoir des opportunités de pouvoir partir en mission. Donc là, on est plutôt dans une logique de mission courte durée, ou opération extérieure. Donc on part en détachement, 4 mois, voire un petit peu plus. Ce qu'on appelle les OPEX, c'est ça. Opération extérieure, voilà. Ouais. Là, on est plutôt éloigné de sa famille, on part, je dirais, en isolé, voilà, ou en tout cas avec des collègues, mais on n'a pas sa famille qui peut nous rejoindre sur ce théâtre de mission. Et après, on a aussi ce qu'on appelle des affectations possibles, donc outre-mer ou à l'étranger. Et là, une fois de plus, ça va dépendre de votre métier, de votre niveau de compétence. Si c'est à l'étranger, il y aura nécessairement une question de maîtriser une langue étrangère pour pouvoir évoluer dans son environnement professionnel. Donc voilà, donc les opportunités, elles existent. Moi, je dis toujours, il faut être acteur de sa carrière. Ces opportunités-là, elles se présentent à un moment donné si on a aussi, pendant sa carrière, fait un petit peu le nécessaire pour provoquer les choses. Moi, j'ai vécu un séjour 4 ans aux États-Unis. Je dirais qu'il s'est déclenché entre guillemets parce que en amont j'avais retravaillé ma compétence en langue anglaise, parce que l'armée de l'air et l'espace propose aussi en interne des formations. Donc moi j'avais suivi une formation pour améliorer mon niveau d'anglais, et c'est ce petit marquant sur mon CV de carrière, j'ai envie de dire, qui un jour fait qu'on m'a sollicité pour pouvoir partir comme ça à Norfolk, c'est ça? À Norfolk, voilà, au sein d'un état-major de l'OTAN. Donc voilà, je dirais il y a une part quelque part de chance aussi dans tout ça, mais voilà, la chance, elle vous l'avez créée aussi. Voilà, il faut la provoquer. Si vous voulez bien, on va revenir après justement sur la diversité des métiers de l'armée de l'air et de l'espace, et puis aussi tout simplement juste avant de passer la parole à un invité aussi qui vient d'arriver. Au niveau, donc, l'armée au féminin, l'armée au masculin, mais l'armée au féminin, est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui s'engagent? Alors, de plus en plus, en tout cas, l'armée de l'air et l'espace, c'est l'armée la plus féminisée de France et d'Europe. Voilà, on a 24% de femmes dans nos rangs. Donc, je dirais quelque part, on montre l'exemple. Tous les métiers sont accessibles aux femmes, donc sans restriction aucune. Donc ça va du pilote d'aéronef jusqu'à fusilier commando, maître chien, qui assure notre protection au quotidien. J'ai connu une jeune militaire du rang qui est tireur d'élite aujourd'hui au sein d'un commando parachutiste de l'air. Donc voilà, tout est ouvert aux femmes aussi. Donc là, chez nous, c'est pas un sujet. Et je dirais aussi la force
des forces armées en termes d'euphémisation, c'est que, contrairement au privé, on a aussi l'équité salariale, puisque nous, on a un régime de rémunération qui est, on va dire, assimilé fonctionnaire, comme dans la fonction publique. Donc, à ancienneté, grade égal, en fait, un homme et une femme chez nous ont exactement le même niveau de rémunération. En fait, on peut dire que c'est aussi une richesse morale, physique, et finalement, l'armée aussi. Parce qu'on apprend plein de choses, une diversité de choses, on apprend des valeurs également. Exactement, donc on est le reflet de la société, voilà, on recrute des gens sans discrimination aucune, donc c'est ce qui fait effectivement la richesse de nos effectifs. Et pour en revenir un petit peu aux femmes, on a aujourd'hui 5 femmes qui commandent des bases aériennes dans l'armée de l'air, sur les 20 bases qu'on occupe en métropole. Donc voilà, c'est une belle démonstration. Tous les profils ont ces capacités, qu'on soit un homme ou une femme, et je trouve que c'est assez remarquable en fait. Eh bien, écoutez, déjà, merci. Et on revient tout à l'heure là sur les métiers, plus précisément de l'armée de l'air et de l'espace. Et maintenant, eh bien, nous avons, qui est venu nous rejoindre, le colonel Jean-Michel Contant, qui est officier de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, décidément. Bonjour. Merci aussi d'être venu. Et vous êtes aussi membre de l'ANORA. L'ANORA qui est l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce dont il s'agit ? Et juste avant, quand même, pour dire quand même à nos auditeurs également que vous avez été sur les bases de Taverny, de Creil, de Villacoublay, et puis peut-être encore d'autres lieux. Je vous laisse aussi en parler un petit peu. Au sein de l'armée de l'air, vous avez comme une riche expérience. Et peut-être plus en tant que télémécanicien de l'air, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, je vais décrire un tout petit peu mon parcours professionnel, puisque, comme le disait tout à l'heure, comme l'a précisé le capitaine Fortin, moi aussi, je suis rentré dans l'armée de l'air et de l'espace avec un bac en poche. Et je suis rentré avec un bac en poche, sachant que c'était en 1976, ça remonte un petit peu maintenant, mais c'est encore présent dans ma tête, bien sûr. Ce jour où je me suis engagé à Aix-les-Milles, je le garderai indéfiniment. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était l'électronique. J'étais passionné d'électronique, et il se trouve que j'ai vu une petite annonce, comme l'a vu le capitaine Fortin, dans un journal. L'armée de l'air recrutait des électroniciens. Et donc, j'ai ouvert la porte pour m'engager dans l'armée de l'air. On faisait à cette époque-là un recrutement sur titre, parce qu'on avait besoin d'électroniciens. Et c'est comme ça que tout a commencé, que l'aventure a commencé pour moi. Et j'ai rapidement compris ce qu'était l'armée de l'air, avant qu'elle devienne de l'espace. J'ai vu les différentes possibilités qu'il y avait d'évolution dans l'armée de l'air. L'escalier social dont a parlé le capitaine Fortin, je l'ai emprunté assez rapidement, puisque j'ai passé le concours d'entrée pour entrer à Salon-de-Provence. Et dès lors, j'ai fait une carrière d'officier qui m'a conduit jusqu'au grade de colonel. J'ai eu différents postes, différentes responsabilités, qui étaient toujours dans le domaine des télécommunications et de l'informatique. Une formation de base qui était faite à Salon-de-Provence en tant qu'officier télémécanicien, c'est le corps, l'appellation de ce type de formation, puisque dans les officiers, il y a le corps du personnel navigant, des officiers mécaniciens et les corps des bases. Bon, moi, j'étais dans le corps des officiers mécaniciens et j'ai développé une carrière et des compétences dans le domaine des transmissions, des télécoms et de l'informatique. Jusqu'en 2009, où j'ai terminé ma carrière d'active. Et quelques temps après, j'ai décidé de m'engager à nouveau, mais cette fois-ci dans la réserve opérationnelle. Réserve opérationnelle que j'ai exercée sur la base de Creil, que j'avais déjà connue en tant qu'officier d'active. Et pendant 10 ans, j'ai été réserviste opérationnel. Donc là, j'ai eu des responsabilités de gestion des ressources des réservistes opérationnels de la base. Il y en avait à peu près 150, de leur recrutement, de leur formation, de leur solde, de paiement de leurs activités. Donc une activité en réserve opérationnelle riche, qui m'a appris beaucoup de choses. De toute façon, tout au long de ma carrière, qui a commencé en 1976, je n'ai cessé d'apprendre au sein de l'armée de l'air et de l'espace. On apprend tous les jours, on change régulièrement de poste, que ce soit en métropole, que ça puisse être à l'étranger pour des courtes missions, et tout ça est un enrichissement permanent.
Donc cette réserve opérationnelle s'est terminée en 2020, donc c'est pas très vieux. Je connaissais l'association des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, et j'ai décidé de m'engager à nouveau, 3e engagement, mais cette fois-ci dans le domaine associatif. Cette association qui a pour but de faire du lien avec l'armée de l'air et de l'espace, de faire du lien avec les anciens, c'est du bénévolat bien sûr, et ça permet de maintenir le lien. Et aussi de faire toutes les actions que l'on peut, notamment vers la jeunesse. Et c'est ce qui me passionne. J'ai été instructeur il y a bien longtemps dans l'armée de l'air, à l'école de Rochefort. Ce lien avec la jeunesse, la transmission des savoirs, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'a toujours passionné. C'est pour moi une possibilité que j'ai trouvée au sein de l'association de pouvoir continuer à ce type d'action qui peut bénéficier éventuellement au recrutement de l'armée de l'air et de l'espace, parce que c'est aussi un des axes de notre mission, du travail que l'on peut faire au sein de cette association. Et c'est donc pour ça, tout naturellement, que je suis là aujourd'hui avec vous au CIRFA, parce que pour moi, pour notre association, pour le secteur du Val d'Oise, la présence du CIRFA Air à Pontoise est précieux. Bien sûr. C'est une source d'information auprès de laquelle on vient chercher les informations les plus up-to-date de ce qui concerne l'armée de l'air et de l'espace. Et s'il y avait des besoins en recrutement, et ils sont nombreux, de pouvoir essayer d'aider, dans la mesure de nos capacités, de nos compétences, à enrichir un petit peu la connaissance de l'armée de l'air que peuvent avoir les jeunes. À titre d'exemple, on s'est rendu cette semaine, en début de semaine, au Musée de l'air et de l'espace, où on a accompagné 2 classes de 6e d'un collège de Saint-Cloud. Donc, pendant une grande partie de la journée, on les a accompagnés pour leur faire découvrir l'aéronautique, le monde spatial, leur faire connaître un petit peu notre parcours, ce que l'on avait fait. Et puis, c'est une première petite accroche, finalement, avec l'armée de l'air et de l'espace. Bon, ce sont des 6e, certes, mais dans toutes les classes, peut-être que ça peut marquer. Voilà. Et d'ailleurs, les professeurs qui nous ont accompagnés ont été vraiment très intéressés. Ils ont trouvé cette opération formidable. Et je ne désespère pas que l'on fasse la même chose avec d'autres collèges du Val d'Oise. Et vous disiez tout à l'heure, c'est regarder un lien pour les anciens, enfin avec les anciens, mais est-ce que vous pensez que c'est un monde à part en fait, l'armée, en général, est un monde à part par rapport aux civils. C'est comme le monde de l'air, par exemple, ou le monde de la marine. Quand on revient sur Terre, on est, nous sommes unis par un lien, par exemple, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air. Toutes les personnes qui sont ensemble sont unies. Quand on revient de mission, quand on revient, par exemple, on a du mal parfois à s'insérer de nouveau dans la société. Alors, est-ce que justement, quand on a quitté les armées, n'importe quel corps d'armée, on a besoin justement de ce lien, de garder quelque chose justement de ce monde? Oui, alors, il y a peut-être un petit peu cette considération, effectivement, de garder le lien avec cette armée qui nous a tout donné finalement, quand on s'est engagé. Mais il y a aussi une façon de donner quelque chose, de continuer à donner quelque chose pour l'armée de l'air et de l'espace. C'est comme ça que je le vois au travers de mon engagement dans l'associatif et dans cette association, dans l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, de continuer à assurer du rayonnement, du lien armée-nation. Et ce lien armée-nation, c'est le lien armée de l'air-espace-nation. Voilà. Et donc aujourd'hui, par rapport donc à la jeunesse, quand il y a des journées justement d'information, est-ce que vous allez également à la rencontre des jeunes dans les lycées? Bon, là, c'était le Bourget, le musée de l'air et de l'espace. Mais est-ce que vous faites partie aussi de ces journées d'information auprès des lycéens? Il ne s'agit pas pour nous de faire le métier du CIRFA. Non. Voilà. Non, mais d'aider peut-être. C'est de pouvoir aider, de pouvoir appuyer le CIRFA, de pouvoir aller dans des secteurs où il n'a pas forcément
le potentiel pour pouvoir y aller. Je pense que les collèges, c'est un domaine qui est peut-être un petit peu plus loin de la zone de l'engagement, même si, comme l'a dit le capitaine Fortin, il y a l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes qui peut engager des jeunes dès oui, de toute façon, c'est dès la première, donc on est quand même au niveau du lycée, donc ce serait plutôt vers le collège, voire, pourquoi pas, aider aussi les écoles primaires, parce que dans les écoles primaires, même si on ne va pas parler de l'armée, on va parler de l'aéronautique, on va parler un petit peu de notre expérience, et ça peut toujours être utile. On est allé récemment, ce week-end, il y avait le meeting de la Ferté-Alais, le grand spectacle aérien de la Ferté-Alais. L'association tenait un stand, et donc on était visible du public, et on a pu donner quelques renseignements, en particulier sur la réserve. Un de nos axes aussi de recrutement, c'est le recrutement dans la réserve. Le ministère des Armées, eu égard au contexte géostratégique actuel et au conflit entre la Russie et l'Ukraine, a bien pris la mesure de la nécessité de pouvoir se mettre en posture de conflits de haute intensité. Pour ces conflits de haute intensité, les effectifs professionnels militaires devront forcément être appuyés et intégrer l'ensemble des forces vives de la nation. Et cette façon de se préparer se fait en augmentant les effectifs de la réserve, de manière à ce qu'il commence à y avoir qu'il y ait une acculturation, qu'il y ait une formation, même si elle est sommaire et elle est élémentaire. Donc notre association, elle a aussi pour but, quelque part, de faire du rayonnement pour le recrutement de la réserve. Justement, il y a la réserve opérationnelle et il y a aussi la réserve citoyenne. Donc au sein de l'ANORA, donc, souvent des personnes de l'extérieur, si on leur dit qu'on est réserviste opérationnel ou réserviste citoyen, mais surtout réserviste citoyen, à quoi ça correspond ? Pour vous, ça correspond à quoi exactement, la réserve citoyenne ? La réserve citoyenne, ça correspond à... Ça touche une population de personnes qui ont envie simplement d'adhérer aux valeurs et à certaines activités que les armées proposent, et l'armée de l'air et de l'espace en particulier, sans pour autant être véritablement militaire, donc sans porter l'uniforme. C'est une façon de s'engager pour faire du lien armée-nation. Il y a de l'information que l'on fournit aux réservistes citoyens. Dans notre association, les réservistes citoyens sont exactement à l'identique des anciens militaires. Il n'y a aucune différence à faire. Si ce n'est que le parcours de chacun est un petit peu différent. Et c'est justement parce qu'on a des parcours différents qu'on enrichit notre association. Et donc cette façon d'avoir des réservistes citoyens et d'anciens militaires ou des réservistes opérationnels qui adhèrent à l'association, ça permet d'avoir une bonne complémentarité et puis de faire du rayonnement, de l'information auprès de la population de manière tout à fait similaire. Je parlais de la journée que l'on a passée avec des jeunes collégiens au musée de l'air et de l'espace. Nous étions 2 anciens militaires et il y avait 2 réservistes citoyens. Voilà. Donc c'était très complémentaire tout ça. D'autant que les 2 réservistes citoyens en question étaient des réservistes citoyens qui avaient un parcours professionnel de l'éducation nationale. Donc c'est parfait. Oui, justement, est-ce qu'on demande quand même en tant que citoyen qui rentre donc à l'ANORA, une spécificité ou pas ? Ou c'est les qualités personnelles qui font qu'on adhère à l'ANORA ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit être, par exemple, si c'est l'armée de l'air, bien sûr, et on doit connaître un peu de l'aviation, ou être passionné, tout simplement, ou piloter, ou connaître l'histoire, ou... Qu'est-ce qu'on demande quand même pour cet engagement ? Il n'y a pas de préalable à un engagement de la réserve citoyenne. Aucun préalable n'est nécessaire. Les gens qui viennent nous voir, les personnes qui ont envie de faire la réserve citoyenne dans l'armée de l'air, quelque part, ils ont une petite appétence, soit au domaine aéronautique, soit au domaine militaire, et ils cherchent à savoir, cette grande maison, comment elle fonctionne. De la connaître un petit peu de l'intérieur, même si ce n'est pas dans l'intérieur, mais en tout cas d'être en contact avec des gens qui ont connu. Voilà. Et donc, cette façon
d'intégrer des personnes qui n'ont pas forcément de spécialité, qui n'ont pas eu de parcours professionnel, qui soit avec des armées ou avec de l'aéronautique, n'est vraiment pas un problème. Les 2 cas que j'ai cités précédemment, là, dans la mission qu'on a fait au Musée de l'air et de l'espace, sont 2 réservistes citoyens qui sont de l'éducation nationale, donc qui a priori une compétence en matière aéronautique. Mais enfin, c'est soutenir en même temps, en fait. Oui. Voilà, c'est soutenir. Et au niveau commémoration également? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est important. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre, il y a des cérémonies commémoratives qui sont bien établies sur le plan national, qui sont organisées par les préfectures, auxquelles nous nous associons. C'est pour nous un devoir de nous associer à ces commémorations. Et puis il y a d'autres manifestations qui sont des manifestations, j'allais dire, un petit peu d'opportunité en relation avec l'histoire de l'aéronautique, par exemple. Prochainement, nous allons nous rendre au Crotoy, dans la Somme, qui est un endroit où ont commencé les formations de pilotage avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est une action qui est typiquement à notre portée et dans laquelle nous nous engageons. Avec les caudrons G3, les fameux avions. Exactement, les caudrons G3. Voilà. Oui, donc voilà. Donc en fait, il y a une diversité également. Donc à l'ANORA, on le rappelle, l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace. Et toute personne, en principe, peut s'engager. Tout à fait. Toute personne peut adhérer à notre association. Et je rappelle aussi, vous êtes vice-président de l'ANORA du secteur Val d'Oise, parce qu'il y a plusieurs secteurs sur le plan national. Il y a un secteur par département. Écoutez, merci infiniment déjà. Et bravo pour votre parcours, encore une fois, bien sûr. On revient maintenant vers le capitaine Samuel Fortin, donc chargé de la coordination du CIRFA Pontoise et plus spécialement du bureau R. On va peut-être revenir un petit peu sur la diversité aussi des métiers de l'armée de l'air et de l'espace. Mais juste avant, puisque maintenant c'est l'armée de l'air et de l'espace, au niveau espace, est-ce qu'il y a déjà des jeunes qui viennent pour s'engager plus spécialement pour l'espace et non pas pour le pilotage Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée de l'air et de l'espace avait déjà cette compétence, on va dire, du domaine spatial. C'est vrai, mais... C'est pour ça que, naturellement, notre champ de mission et de compétences s'est ouvert à l'espace extra-atmosphérique. On opérait déjà des satellites militaires d'observation pour observer la Terre depuis l'espace, à des fins de renseignement pour nos missions. Et comme on est aussi les garants de la sécurité de l'espace aérien, c'est notre mission, je dirais, primordiale dans l'armée de l'air et l'espace, on a aussi les moyens d'observer l'espace depuis la Terre pour éventuellement prévenir ce qu'on appelle des rentrées à risque, par exemple, donc des objets qui pourraient rentrer dans l'atmosphère et présenter un risque pour nos concitoyens. Donc, je dirais, finalement, le domaine espace, il était déjà présent. Donc, l'armée de l'air et de l'espace a adopté, je dirais, cette appellation. Ça veut dire que derrière, il y a un commandement de l'espace qui est en train de monter en puissance, avec naturellement un besoin en compétences, en expertise du domaine, donc qui est en train de se développer naturellement. Et donc oui, ça peut être un facteur d'attractivité, bien sûr, parce que cet état-major qui est naissant aujourd'hui, il doit regrouper à peu près 200 personnes, et l'objectif, la cible, c'est d'atteindre 500 personnes d'ici 2030. Donc bien sûr, il y a des filières à développer. Ça, c'est je dirais presque un enjeu pour l'armée de l'air et l'espace. Donc comme je vous le disais, nous, on forme. Donc on va bien sûr pouvoir développer comme ça des parcours avec une expertise du domaine. Ça va être vraiment primordial. Donc si effectivement il y a des auditeurs qui ont cette appétence pour le domaine spatial, naturellement, c'est vers notre armée qu'il faudrait se tourner. Là, j'ai fait une conférence il y a quelques semaines dans un collège qui avait manifesté son intérêt pour le domaine spatial. Donc moi, j'y étais en tant que représentant du recrutement, et j'étais accompagné justement d'un jeune lieutenant du commandement de l'espace, qui lui est un ingénieur aérospatial et qui a choisi de venir faire sa première expérience professionnelle au sein de l'armée de l'air et l'espace, et qui a typiquement œuvré là récemment sur le dernier exercice qui s'appelle Astérix, un exercice militaire à grosse dominante spatiale, et qui était chef opération de l'exercice, donc qui avait vraiment un rôle majeur au sein de cet exercice. Donc ça, c'est vraiment hyper valorisant.
Après, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir en termes de chiffres, Oui. c'est que l'Armée de l'air et de l'espace, elle recrute aujourd'hui 4000 personnes par an, donc de 100 diplômes, comme je l'ai indiqué en début d'entretien, jusqu'à Bac plus 5, entre 16 ans et 30 ans, hommes et femmes. Les conditions, c'est d'être français et d'avoir fait sa journée défense citoyenneté. Voilà, et après, les domaines, en fait... alors on pense naturellement au métier de pilote chez nous et aux activités, ce qu'on appelle le domaine des opérations aériennes, donc les contrôleurs aériens, les météorologistes, ça c'est des métiers bien sûr qui existent chez nous. Mais la grosse dominante vraiment de recrutement, c'est des métiers au sol, c'est des gens qui sont non navigants, parmi ces 4000 besoins, et qui regroupent différents domaines auxquels les gens ne pensent pas naturellement chez nous. Je pense qu'on est une armée très technique, très technologique, c'est vrai, mais pas que. Et donc, on a des spécialistes du domaine du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration, de l'administration ressources humaines, des finances, la logistique, le transport. La sécurité. Voilà, sécurité, protection, la communication, la santé, le sport. Voilà, donc tous ces métiers-là vraiment existent chez nous parce que pour faire voler un avion et mener une mission aérienne, je dirais la finalité, il y a toute une chaîne en amont qui... C'est de nouveau toute une ville, on va dire. C'est presque, exactement ça. Toute une société, de nouveau, qui se crée. Elle a des mécaniciens aéronautiques, mais également auto. Voilà, il y a tous les matériels qui gravitent autour de l'activité aéronautique ont besoin d'être maintenus, Bien sûr. D'être entretenus. Voilà, notre vocation, c'est d'œuvrer à la sécurité de nos concitoyens au quotidien, donc en France métropolitaine, mais comme on le disait plus tôt, lorsqu'on doit se déployer sur un théâtre, mais en fait, on doit reproduire cette organisation hors nos frontières. Et là, quelque part, il faut avoir cette autonomie et cette liberté d'action. Et donc, la mission ne peut pas être interrompue. Donc, il faut avoir ces capacités, ces compétences à pouvoir entretenir, je dirais, une base aérienne avec tout le fonctionnement que ça implique derrière, avec tous ces spécialistes qui vont donc œuvrer dans leur domaine. En fait, c'est une grande agence d'emploi, on peut dire, le CIRFA, l'armée de l'air, en tout cas de l'espace en l'occurrence, puisque là, on retrouve tous les corps de métier, y compris hôtesse, steward, pompier, fauconnier, maître chien, enseignant, et comme vous disiez, contrôleur bien sûr aérien, mais également hôtellerie, restauration, la cybersécurité, les télécommunications, les ingénieurs du génie civil, conducteurs de travaux, enfin... Vraiment, il y a une diversité énorme. C'est ça. Et après, chacun va mener sa carrière comme il l'entend, c'est-à-dire l'engagement dans l'armée de l'air et de l'espace, ça peut être un premier engagement, venir chercher une première expérience après un parcours scolaire, par exemple, et se dire à l'issue, parce que comme on le disait tout à l'heure, on a souvent un contrat initial, je n'envisage pas nécessairement de poursuivre ma carrière. Donc je ne renouvelle pas mon contrat. Et bien sûr, ça s'anticipe, une fin de contrat et un retour à la vie civile. Et on a aussi un accompagnement vers le retour à la vie civile. Je dirais, nous, CIRFA, on est dans l'accompagnement du projet de recrutement pour les jeunes recrues. Mais au sortir de l'armée, à quel que soit le moment, un premier contrat ou après plusieurs années, ou plutôt en fin de carrière, tout militaire, ça c'est vrai pour les 3 armées, peut bénéficier d'un accompagnement vers la reconversion. Donc on a aussi cet esprit de dire, voilà, le militaire, il nous quitte. Comment on peut l'aider à se reconvertir. Donc on a cet accompagnement qui est quand même hyper important. Très important, oui. Donc en fait le projet, chacun va avoir envie de mener sa barque, j'ai envie de dire, comme il entend, venir chercher soit une première expérience chez nous avec une envie de se reconvertir derrière, parce que nos formations qu'on dispense, elles sont reconnues en secteur civil, elles sont elles ont toute une... en grande majorité, une équivalence avec le registre national des compétences professionnelles. Donc voilà, on peut après avoir besoin de se former en complément de ce qu'on a appris à l'armée, dans quel cas le projet de reconversion pourra aider à se former dans les derniers mois de sa carrière, donc dans un organisme de formation civile, des fois même pris en charge par l'armée, là, cette formation, pour aller chercher une compétence qui pouvait manquer. Voilà, enfin tous les projets de reconversion sont étudiés au cas par cas, et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant chez nous. Si on n'a pas nécessairement envie de se projeter sur une carrière à long terme, on a cette possibilité d'être accompagné vers son retour à la vie civile. Deveniraviateur.fr, c'est ça ? Alors, deveniraviateur.fr, ça c'est vraiment pour avoir toutes les informations sur nos métiers, nos carrières, petite intelligence artificielle qui tourne derrière ce site, donc
On rentre les caractéristiques de son profil et le site va vous filtrer les offres qui sont en phase avec votre profil. On a aussi un partenariat avec un site qui s'appelle My Job Glasses, qui est une société qui met en relation les entrants dans le marché du travail avec des entreprises ou des institutions. Et chaque entreprise a désigné, en tout cas élu des mentors ou des ambassadeurs qui vont pouvoir donc parler de leur métier, de leur quotidien. Donc aujourd'hui, un jeune qui a besoin d'avoir une information, bien sûr, il a le CIRFA pour faire ses démarches d'information, mais il a aussi ce lien privilégié d'accès direct à un spécialiste de l'armée de l'air et de l'espace. Donc on en avait 50 ambassadeurs, un par métier. On en a même dû doubler le nombre parce qu'ils sont très sollicités. Ce sont des militaires qui font ça sur leur temps personnel. Donc il y a une vraie appétence pour le site, ça marche très très bien. Et ce qui permet d'avoir un accès direct avec un pilote aujourd'hui, un contrôleur aérien, un commando. Vraiment tous les métiers sont représentés. Ça, je pense que c'est un levier qui est intéressant pour les jeunes qui cherchent de l'information. On a aussi une possibilité de financer les études de jeunes qui, pourquoi pas, désiraient à l'issue d'un parcours d'études s'engager dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc ça s'appelle l'allocation financière spécifique de formation. Comme des bourses, non, c'est ça? Voilà, c'est une forme de bourse qu'on peut obtenir. Alors il faut venir au CIRFA pour faire la démarche. Ça peut être 1 an, voire 2 ans d'études qui sont financées par l'armée de l'air et de l'espace avec des niveaux ça va de 5 000 jusqu'à 15 000 euros par an, donc en fonction du domaine. 15 000 euros, c'est la bourse la plus élevée. C'est pour des gens qui vont plutôt s'orienter vers des métiers de la cybersécurité et qui sont des métiers nécessairement dont on a fortement besoin dans notre institution. Donc voilà, donc possibilité de faire une demande en CIRFA, si elle est agréée, obtenir cette bourse, faire ses études. La condition, c'est d'accepter de s'engager justement pour une première expérience professionnelle dans le domaine de formation au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Mon capitaine, je crois qu'on a fait à peu près le tour et je crois savoir que vous allez bientôt quitter maintenant Pontoise pour une autre région, parce que ça fait la 3e année que vous êtes là, c'est ça? Tout à fait. Et... Donc je reste dans mon domaine de prédilection qui est le recrutement, parce que dans bientôt 28 ans de carrière, j'ai fait 20 ans de recrutement. Donc voilà, c'est vraiment un domaine qui me passionne, qui m'anime, d'aller à la rencontre des gens ou de les rencontrer au sein du CIRFA et de voir les parcours de vie des uns des autres, les motivations des uns des autres qui sont variables, mais c'est vraiment hyper enrichissant. Donc oui, je vais rejoindre un autre CIRFA qui est à Rennes, donc en Bretagne. Voilà, pour faire le même métier, toujours avec ce même rôle de chef du bureau R et de coordinateur aussi au profit des 3 armées. Eh bien, merci infiniment, mon capitaine, et bonne et belle continuation. Et pour tous nos auditeurs, eh bien, écoutez, voilà, les portes ne se referment pas au CIRFA, au contraire, elles s'ouvrent pour vous tous. Donc du lundi au vendredi, de 9h à 18h sans interruption, avec ou sans rendez-vous, et nos coordonnées, bien sûr, sont sur le site Devenir Aviateur. Et merci encore de m'avoir accueilli sur ma chaîne YouTube Envol et Sillage Aéronautique et Marine.